Le couple est devenu pour beaucoup un produit jetable. De couples qui se détruisent à une vitesse incroyable. Ils mettent 4 ans à se décider et ils mettent 10 jours à divorcer. Il y en a qui divorcent, ils payent la pension alors qu'ils n'ont même pas fini de payer le traiteur. Heureusement qu'il a épousé la fille du traiteur, comme ça lui permet de payer les deux en même temps. Mais d'où ça vient, hein? D'où ça vient cette notion que les choses, elles vont tellement vite? D'abord, c'est un phénomène de société, qu'on vit dans une société de consommation et que les gens consomment. Maintenant, puisqu'on consomme des produits, on consomme des prestations, on consomme aussi des personnes. Et quand les gens consomment, c'est rare qu'ils gardent l'emballage. De la même manière, une personne, elle réfléchit qu'elle veut investir dans son couple, elle veut construire son couple. Alors, dans la Torah, chez les Chachamim, le couple s'appelle Binyan. Binyan, c'est une construction. Binyan Adéad, on fait cette bracha au Khatan Kala, que le Binyan soit Adéad, c'est-à-dire que la construction qu'ils vont faire, elle soit éternelle. Maintenant, la question c'est, est-ce que Binyan Adéad, ça veut dire que c'est une construction, c'est un bâtiment qui va durer l'éternité, ou alors Binyan Adéad, ça veut dire que c'est un acte de construction qui dure l'éternité. C'est-à-dire que toute sa vie, on construit, on continue à construire. Premièrement. Deuxièmement, c'est que pour construire quelque chose de durable, il faut utiliser des matériaux durables. C'est comme si vous allez chez le roi Merlin et vous dites je veux acheter. Elle dit pourquoi il y a des parpaings qui coûtent 63 centimes et des parpaings qui coûtent 3,50 €. Alors le vendeur vous dit bah ça c'est des parpaings premier prix. C'est une marque très connue au Maroc qui s'appelle Khamet Al-Denia. D'accord. Dès qu'il va pleuvoir, ils vont disparaître, ils vont fondre. Et ça, c'est du parpaing, c'est fait pour durer, c'est très solide. C'est-à-dire que les... Détendez-vous. Non, mais si vous rigolez à chaque blague, alors je vous donne un secret. Étant donné que j'ai à peine 1 heure, donc je vais faire beaucoup de blagues, et vous retenez, et après, pendant 2 semaines, vous éclatez. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit prendre des ingrédients et des outils qui soient solides. C'est-à-dire qu'avant de réfléchir, comment on va faire, quel traiteur on va choisir, quel photographe, les gens ils voient 54 tenues. J'ai entendu hier que les gens ils payent pour l'essayage du maquillage. L'essayage du maquillage, ça coûte 100 €. Je ne sais même pas qu'on payait moi pour maquiller. Mais c'est pas la maquilleuse, c'est pas le traiteur, c'est pas le photographe qui va te régler tes problèmes de couple. Donc les gens, ils oublient le principal, ils oublient la préparation, ils oublient surtout les midotes qui sont nécessaires pour que le couple y tienne. C'est-à-dire les valeurs. Qu'est-ce qui va faire qu'on va fonctionner ensemble? Qu'est-ce qui va faire que ça va durer? Donc on s'occupe du superficiel, mais on ne s'occupe pas de l'essentiel. Or c'est l'essentiel qui va faire tenir la chose. C'est un peu comme un corps et la vie. La vie, elle est dans le corps. Maintenant, quand Chas Shalom, le corps, quand la personne meurt, ben c'est mort. C'est mort. Tu diras Chas Shalom, Simsilenu, mais ça ne change rien. La personne, elle est morte. Maintenant, quand l'amour a quitté le couple, quand la confiance a quitté le couple, quand la communication a quitté le couple, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec le couple? Les gens disent, ah bah au Hachem, on a une belle maison, bah au Hachem. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Une belle maison, un grand cercueil, quel intérêt, ouais. Non, il ne faut jamais oublier que le principal, c'est le principal, et le superficiel, c'est le superficiel. Maintenant, quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le superficiel? Les gens, au bout de 10 ans de mariage, il n'y a toujours pas de communication. Au bout de 15 ans, ils sont encore dans les susceptibilités. Encore dans la famille. Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta race de Tunisiens, de Marocains. Ouais, jusqu'à quel âge? Ça fait 28 ans. On peut passer à autre chose, on peut changer de sujet, on peut s'occuper un peu de la famille. Ouais, on peut s'occuper de nous. C'est bizarre. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que les principes de base n'ont pas été posés. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui compte? C'est quoi le couple? C'est qui le couple? Quand on se marie, il y a un homme, une femme et la choupa, c'est tout. Tout le reste, c'est en plus. En vérité, on n'a pas besoin de la famille, on n'a pas besoin des amis, on n'a même pas besoin d'un rabbin. Ouais, on doit prendre une bouteille de jus de raisin, un kidouche, 2 témoins, une bague. Et hop, c'est fini le mariage. Mais dans cette roupa, il y a les parents, les beaux-parents, les amis, les frères, Internet, Facebook, les vitamines illégales, l'ambiance, la télé, les feux de l'amour. Combien vous étiez dans cette roupa? Je suis obligé de donner des exemples avec perruque et sans perruque parce que le public est mélangé. C'est compliqué pour moi. Ouais. Détendez-vous. Le pire est à venir. Donc, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est très important, que quand on réfléchit à ces données-là, à cet esprit-là, que ce qu'on va mettre, ce qu'on va poser, ce qu'on va développer, c'est ça ce qu'on va retrouver plus tard. Est-ce qu'il y a la confiance? Ça a commencé depuis le départ, oui. Est-ce qu'il y avait du chesed, de la bonté? C'est depuis le départ. Est-ce qu'il y avait des sacrifices à faire, des concessions? Est-ce qu'il y avait du likav zechut, de voir positivement? C'est les bases de départ. C'est-à-dire avec quoi on est parti. C'est comme si on va faire le Paris-Dakar. Ouais, alors prends une voiture solide, fais pas l'imbécile, ça a été prendre une voiture en plastique. Ouais. Prends des réserves d'eau, c'est ça, c'est essentiel. Fais amener ta Game Boy et ton... T'as pas besoin de ça, tu parles dans le désert. C'est ça le mariage. On va traverser la mer. Et quand on est vraiment dans la mer, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben on va ramer. Et le fait de ramer, c'est ça qui va nous élever. D'ailleurs, le pasuk le dit très bien. Ram Vénissa. D'accord? Tu rames et tu t'élèves. Donc c'est quoi l'idée? C'est que est-ce qu'on est prêt à rentrer dans l'histoire? Et est-ce qu'on est prêt à ramer parce qu'il va falloir ramer? Tu vois, les gens, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, ah, Ram, je me suis trompé, on s'est marié trop vite, j'ai pas réfléchi, c'est un shidon qui a duré 4 ans. Oh, oh, oh. Là, vous êtes au début, là. C'est pas la peine de juger, de décider. Là, vous êtes en plein dans le début, c'est le démarrage. Un chantier, c'est un chantier. Ouais, quand tu viens, tu dis, mais je comprends pas, il y a de la boue, c'est tout sale, on n'a pas encore... Eh, monsieur, c'est un chantier. Là, on va faire un gros trou, c'est un chantier. On va couler du béton, c'est un chantier. Les mesures, elles sont pas très nettes, très claires, c'est normal, c'est le chantier. Eh bien, le début, c'est un chantier. Il faut accepter qu'au début, ça va être un chantier. Alors, qu'est-ce qui est marqué à l'entrée des chantiers en Israël? C'est marqué Asur les kanes kan bonim. Interdit de rentrer. Asur l'arabim. Interdit au public. Ici, on construit. Donc, déjà, la première base du couple, c'est que c'est interdit au public. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais à une condition, kan bonim. Ici, on construit. Si on ne construit pas, ça devient dangereux. Moi, je vois quand il y a des accidents, que les gens ils démarrent à 2 et que pour quelques mois, ils sont 3 ou 4. J'ai dit toujours, quand les 2 mains elles sont collées comme ça, comment elle va rentrer la 3e main? Il n'y a pas de place. Donc, si la 3e main elle est rentrée, ou la 3e personne, ou la pire, ouais, ça veut dire qu'il y avait de la place. Donc, ça veut dire que les choses, elles n'ont pas été faites. Donc, au lieu de me parler de tes problèmes de couple, explique-moi d'abord que c'était quoi ton couple. Au lieu de me dire comment ça s'est mal passé, explique-moi le terrain. Au lieu de me dire, elle m'a parlé comme ça, il m'a manqué de respect, il a traité ma mère, mon frère. D'abord, explique-moi que c'est quoi le terrain. Est-ce qu'il y avait un couple? Est-ce qu'il y avait un couple? Je dis tout le temps, depuis des années, en rigolant, mais je rigole pas. Les gens, ils veulent divorcer. Mais d'abord, il faut se marier pour divorcer. D'abord, tu te maries, ouais, et quand tu as tout fait pour que ça marche, si ça ne marche pas, peut-être il faudra divorcer. Donc, c'est quoi les ingrédients qui font qu'une chose, elle va durer ou elle ne va pas durer? Alors, la logique, c'est ça. C'est écrit dans la Torah, c'est très facile à comprendre. C'est marqué Olam Chesed Libanais. Oui, le monde est soutenu par le Chesed des Libanais. C'est très connu, oui, d'accord? Ah, il y a un temps de réaction quand même. Hein. Olam Chesed Libanais, le monde est construit par la bonté. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts et j'ai du mal à savoir s'ils sont en train de réfléchir ou en train de digérer. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Olam Chesed Libanais, le monde est construit par la bonté. Maintenant, qu'est-ce que c'est Olam? On avait expliqué ça la dernière fois au cours, je me rappelle. Levez la main ceux qui s'en rappellent. C'est quoi Olam? Pas la traduction. C'est pas grave. Je me vexe pas, mais quand même. Olam, c'est un mot qui a plusieurs sens. Le mot Olam, il veut dire le monde. Le mot Olam, il veut dire aussi le temps. Les Olam, c'est pour toujours. Et le Olam, ça vient aussi de Ne'elam. Ne'elam, c'est quoi? Non, c'est pas une question. Okay. J'ai fait l'ulpan, ne vous en faites pas. Bon, Quand je pose une question, je n'attends pas de réponse. C'est une formulation interrogative qui incite à créer le terrain pour accueillir ma réponse à moi, pas la vôtre. Sinon, on va faire un débat. Quand il y a débat, il y a des hauts débats, on ne s'en sortira pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne'elam, c'est quoi? C'est ce qui est invisible, c'est ce qui est caché. Alors, je vous redonne ce secret, même si vous l'avez déjà entendu. Vous pouvez le réécouter. Moi-même, personnellement, j'assiste à toutes mes conférences. Non, c'est vrai. Et je comprends de mieux en mieux de quoi je parle. Je suis toujours étonné des gens qui croient, qui me disent « Ah, j'ai déjà assisté au cours. » Mais moi, je l'ai écouté 100 fois et je commence à comprendre. Et c'est moi qui l'ai conçu. Et toi, tu l'as écouté 2 fois, tu crois que tu as déjà compris.
Donc c'est quoi cette logique-là? Olam, les olam, ne'elam. C'est très simple. Quand on crée un olam, c'est un monde, n'importe lequel. Maintenant, tu crées une famille, tu crées un couple, tu crées une association, tu crées une communauté, tu t'inscris dans une logique de groupe, n'importe laquelle, n'importe quel olam que tu vas créer. Il faut décider sur quoi il va être fondé ton olam. Maintenant, le olam, on l'a dit, c'est quoi? C'est l'espace, c'est le monde. Ouais. Les olam, c'est le temps. Mais les olam, ça veut dire pour toujours, c'est l'infini. Le ne'elam, c'est quoi? C'est ce qui est caché, c'est ce qui est invisible. Alors c'est très simple. Si une amitié, elle est fondée sur l'intérêt, ouais, si elle est fondée sur de l'argent, si elle est fondée sur un rapport psychologique, un espèce de chantage émotionnel, c'est de la matière. Parce que vous savez que dans le spirituel aussi, il y a de la matière. Dans le psychologique aussi, il y a de la matière. Donc maintenant, s'il y a un intérêt, la Gemara, elle dit, une amitié qui est basée sur l'intérêt, elle s'arrête avec l'intérêt. Pourquoi? Parce que la matière, elle a été créée. Tout ce qui a un début a une fin. Donc si ce qui nous relie, c'est quelque chose de matériel, automatiquement, le jour où la matière ne sera plus là, la relation a disparu. Maintenant, si ton olam à toi, ton olam, par exemple, toi et ta femme, ouais, si ton olam, il est fondé sur ce qui se voit, oui, sur la maison, sur les enfants, sur l'argent, sur la maison à Natania, sur les vacances, sur le bronzage, sur tes qualités morales. Donc, si toi, c'est fondé sur ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tes qualités morales, tes midotes, c'est-à-dire tes mensurations, elles vont changer. La peau, elle va vieillir, ouais. Maintenant, les enfants, ils vont partir. L'argent, il va changer. Des fois, on gagne bien, des fois, on gagne moins bien. La maison, aujourd'hui, elle te plaît, demain, elle te plaît plus. Ouais. Et la belle famille, grâce à Dieu, ils habitent loin. Mais là, du coup, maintenant, elle a perdu son mari, elle est chez toi toute la journée. La vie, ça change. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si ton olam, il est fondé sur ce qui se voit, il va être limité. Si ton olam, il est fondé sur ce qui ne se voit pas. Si ton couple est basé sur ce qui ne se voit pas. Qu'est-ce qui ne se voit pas? L'amour, la confiance, la communication, l'investissement, la Messirut Nefesh, c'est-à-dire sur les qualités, les valeurs. Alors c'est facile. Si ton olam, il est fondé sur le ne'elam, il durera les olam. Mais si ton olam, il est fondé sur ce qui se voit, il va durer le temps que les choses elles durent. Alors je te dis changement de parnassa, tac. On a vieilli, tac. Les enfants ils sont partis, tac. Pourquoi? Alors je dis toujours c'est très simple. Donc quoi il faut investir dans le couple? Il faut investir sur ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire ce qui ne se divise pas. Au moment où on a un divorce, la maison ça se divise. Tu veux la garder? D'accord, elle coûte 500 000 euros, tu me donnes 250 000, d'accord. L'argent ça se divise, c'est plus facile à diviser, tu divises par deux, c'est facile. Les enfants ça se divise, 15 jours que chacun, un week-end sur deux, ça se divise. Donc la seule chose qui ne se divise pas dans le couple, c'est quoi? La confiance. L'amour, la confiance, le bien qu'on a fait, ce qu'on a investi dans le couple, ça nous appartient ça. Alors moi je dis toujours aux gens, au lieu d'investir dans ce qui se divise, investissez dans ce qui ne se divise pas. Puisque ce qui ne se divise pas n'est pas divisible. Mais les gens, ils investissent dans la maison. Ils ont passé 4 ans en décoration, investissement, travaux, terrasse, babas. Mais maintenant qu'il n'y a plus de lien, alors qu'est-ce que tu vas faire avec la terrasse? Ouais. Comment tu vas faire? Ils ont construit une villa de malade. 10 ans d'investissement, 10 ans de travaux, 10 ans de béton, 10 ans de travaux. Pourquoi faire? Et comment ils ont appelé la villa? Parce qu'elle avait une très belle terrasse et on l'appelait Matrabas. D'accord? Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette villa? Ah, il est venu chez moi, il m'a dit Rabbi Chetri, je comprends pas. Ma femme, elle voulait une maison de fou. Moi, je voyage beaucoup. Hong Kong, l'Amérique, la Chine, l'Espagne. J'étais jamais là. Elle a voulu un truc, 800 mètres carrés, 17 chambres, 6 salles de bain, un truc énorme, avec la piscine intérieure, piscine extérieure, un studio dans la piscine, une piscine dans le studio. Ça. Il m'a dit, mais monsieur le rabbin, c'était 50 000 euros de remboursement par mois. J'étais obligé de courir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma femme, occupe-toi des travaux. Elle s'occupait des travaux. Donc tous les jours, elle parlait avec le chef des travaux. Alors le chef des travaux, il disait, bon, alors madame Chichportige, comment vous voyez l'entrée? Comme ça. Madame Chichportige, comment vous voyez le salon? Comme ça. Ah, madame Chichportige, comment vous voyez la chambre à coucher? Comme ça. Et voilà. Eh bien, vous ne savez pas? Elle est partie avec le chef des travaux. Alors que maintenant la maison elle est finie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas épousé une maison, elle a épousé un homme. C'est pareil la femme. La femme, elle doit jouer son rôle de femme. Le mari doit jouer son rôle de mari. Ah, maintenant, toi, tu penses que c'est l'argent qui règle le problème. Toi, tu penses que c'est la voiture. Toi, tu penses que c'est la liberté. Donne-lui la carte bleue, elle va être amoureuse.
Elle va pas être amoureuse. Les gens ils croient carte bleue, ça règle les problèmes. Parce que CB, c'est Shalom Bayit, c'est les mêmes lettres. Ouais. Mais ça règle pas tous les problèmes. L'autre, elle fait la tête, tiens, va dépenser 500 euros. Elle est dépressive, ah, vas-y, tiens, prends la carte, fais ce que tu veux. Pars avec tes copines. Mais non, elle veut un mari, elle veut une femme. Elle veut une proximité, elle veut un échange. Elle veut un lien. Se faire avec le matériel. Tu as basé sur le matériel. Si ton rolam, il est fixé sur le rolam, il ne durera pas les rolam. Il durera le temps de la matérialité. Et le temps, il va changer. On s'est marié tout beau, tout frais, tout sympathique, tout. Et on a vieilli. On a beau dire, on vieillit, c'est comme ça. On change. Si quelqu'un il va dire, ah ben, on ne peut pas rester éternellement jeune, alors ils se battent, ils des hormones, et ils font des opérations, ils tirent la peau, ils avalent du plastique, ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour rester jeunes. Non, il y a un temps pour être jeune, il y a un temps pour être moins jeune, il y a un temps pour être plus âgé, et il y a un temps pour être âgé, et c'est pas grave. D'ailleurs, quand vous étiez à 18 ans tous les deux à Casablanca, ouais, tu lui as dit, nous vieillirons ensemble. Tu aurais dû dire Blinéder. C'est vrai que c'est difficile, surtout chez nous, que Baruch Hashem, les enfants, ils se marient jeunes, et que très tôt, on est grands-parents. Moi, quelqu'un m'a dit, c'est ce que c'était content d'être grand-père à 48 ans. J'ai dit, j'étais content, mais ce qui me tue, c'est d'être marié avec une grand-mère. Je sais qu'elle est devenue grand-mère le jour où je suis devenu grand-père. C'est des phénomènes extraordinaires. C'est comme mes parents, ils se sont mariés le même jour, Mina Shamaï. D'accord. Et c'est quoi l'idée? Détendez-vous. Je ne sais pas si vous allez apprendre grand-chose, mais vous allez bien rigoler. Ça va vous faire du bien. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire des expédients. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Non, en plus, vous allez apprendre des choses, en plus, si vous écoutez. Donc, ici, c'est marqué une chose incroyable. Ici, c'est marqué que tu vas décider qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ouais. Tu vas mettre de la sincérité, tu vas mettre de la bonté, tu vas mettre des sacrifices, tu vas mettre de la reconnaissance. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Parce que ce que tu vas mettre dedans, c'est ça que tu vas trouver. C'est même si une dame, elle n'est pas une très bonne cuisinière, mais elle prend des produits de qualité. D'accord? Elle a pris de la bonne farine, elle a pris du bon sucre, elle a pris des bonnes fraises, elle a pris du bon... Le gâteau, il va être bon. Il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau parce que, bon, c'est un peu de l'art cubique ou l'abstrait. Bon. Mais quand tu sais dans quel état tu vas le mettre dans l'estomac, c'est pas très grave. Ouais. Mais si la personne, elle n'a pas mis des produits de qualité, il reste un restant de farine, à moitié... ouais. Les œufs, ils ont tourné, le sucre, il est rouge, les fraises, c'est pas grave, on va les mettre en sirop. C'est pas bon. Parce que les ingrédients ne sont pas bons. C'est exactement pareil. Toi, tu réfléchis, toi et ton mari, vous êtes en train de faire une soupière. On va faire une dafina tous les deux, chérie. Alors, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu mets les pommes de terre. D'accord. Moi, je vais mettre la viande. Toi, tu mets les pois chiches. Moi, je vais mettre je sais pas moi, les os. Les œufs. Ouais, je connais pas la recette. D'accord. Maintenant, chacun, il va décider. Pourquoi? Parce que ce qu'on va trouver dans la marmite, c'est ce qu'on a mis dans la marmite. Ce qu'on va trouver dans notre couple, on va le trouver dans notre couple. Maintenant, si on met de la suspicion, si on met du mchon neuf, si on met des nerfs, si on met des phrases ironiques et des piques et des trucs et ta race, ta merde, c'est ce qu'on va trouver dans la marmite. Maintenant, comment quelqu'un il peut rentrer tous les soirs chez lui en sachant qu'il va être accueilli par la Roma? J'ai jamais compris. Comment ils font les gens? Ouais. Et ils en parlent au bureau. Ce soir, je vais la casser, je vais le casser, je vais le casser. Mais c'est quel intérêt? Au bureau, tu stresses. Dans la route, tu stresses. À la maison, tu stresses. Ouais, c'est quand la vie. Ouais, il y en a. Ouf, elle est partie une semaine. Ouf. Oh, il y en a, ils accueillent la Nida. Oh là 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 là. Quelle tranquillité. C'est pas normal. Tu dois dire, je veux quitter mon mari au lieu de dire, ouf. C'est pas normal. Ouais. Et l'autre, il dit, il est en déplacement. Il est en déplacement. Il est en déplacement. Toute la semaine. La paix est revenue à la maison. Ouais, il rentre de manière inopinée. Crise cardiaque, syncope. Mais tu m'avais dit lundi. Pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas. Mais c'est le paradis, c'est le Gan Eden. C'est le but de ta vie, c'est ton mariage. C'est le but de ta vie. Pourquoi tu travailles? Pour lui. Pourquoi tu vis? Pour lui. Pourquoi tu fais des enfants? Pour lui. Alors pourquoi quand il rentre, ça va être la Rama? Parce que le travail n'a pas été fait. Ta maison, elle est bien rangée parce que tu l'as rangée. Le plat, il est bon parce que tu l'as cuisiné. Et ton couple, il est construit parce que tu l'as construit. Les gens, ils ne comprennent pas. Mais je comprends pas, monsieur le rabbin. Je fais Shabbat. Je mange kasher. On a les mezuzot à la maison. Je fais la dafina chaque samedi. On fait kibodabem. Alors, qu'est-ce qui manque? Je dis, mais le couple, il faut le construire. Il faut mettre en place la confiance,
l'écoute, l'investissement, la reconnaissance. Il faut le faire. Mais pourquoi faire? Voilà, on est ensemble, on est mariés, grâce à Dieu, il y a des enfants, tout va bien. Blénard, Franchetta, non mais, est-ce que tu l'as construit ce couple? Les gens ils construisent rien, après comment ça se fait qu'il n'y a rien? Mais c'est évident, si moi je travaille, si j'ai créé mon entreprise, il n'y avait rien, il y avait un mur, j'ai créé l'entreprise, j'ai travaillé dedans, maintenant elle valait 100 euros, maintenant elle coûte 5 millions d'euros. Toi tu viens, tu me changes des stéréos, tu me jettes dehors. Mais je peux pas partir, mais j'ai mis ma vie dedans, j'ai mis ma neshama dedans, je crois que je vais partir. Par contre, si moi je travaillais pas ici, je dis, vous cherchez quelqu'un, tu me dis oui. Après, je viens, et j'arrive en retard, je parle mal au client, tu me dis, écoutez monsieur, vous savez, quand vous êtes rentré, vous pouvez partir. Moi, je vais pas avoir du mal à partir parce que je viens d'arriver. Vous me suivez ou non? C'est que les gens qui divorcent facilement, c'est des gens qui ne se sont pas mariés. Et comment t'as mis ta force, t'as mis tes nerfs, Ah, comment tu pars? Ah, tu sais, j'ai réfléchi, finalement, on est arrivé à un virage, je ne ressens plus rien, les sentiments ne sont plus là. C'est pas possible, quoi. Ta mère, est-ce que ta mère, tu vas lui dire un jour, tu sais, maman, je t'aime plus. Ton père, tu vas dire, la passion n'est plus là. Je ressens plus rien quand je te vois, on dirait un meuble. Alors, tu peux pas. Tu dis, c'est mon père et ma mère. Mais elle, c'est la mère de tes enfants, c'est le père de tes enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça dépend des sentiments, ça dépend? Je dis pourquoi? Parce que les gens, vous savez, quand on achète une voiture neuve, même quand on n'achète pas neuve d'ailleurs. Le concessionnaire vous met au moins 20 litres d'essence. Ça dépend combien vous l'avez payé. Si vous avez payé 60 000 euros, il ne va pas vous mettre un litre d'essence quand même. Donc vous démarrez, elle démarre. Et vous roulez, vous roulez, vous roulez. Attention, c'est qu'au bout d'un moment, l'essence qui est dedans, elle va s'user. Donc la voiture, elle va faire et elle va s'arrêter. Et vous appelez le concessionnaire, je ne comprends pas. Une voiture que j'ai payé 60 000 euros, elle n'a même pas fait 100 km, elle s'arrête. Il dit, attendez, monsieur. Mais est-ce que vous avez remis d'essence? Il dit, non. Mais il faut remettre de l'essence. Comment 60 000 euros? En plus, il faut remettre de l'essence. Toutes les voitures du monde, il faut mettre de l'essence. Tous les couples, il faut investir dedans. Maintenant, quand tu te maries, le bon Dieu, il t'a mis 60 litres d'essence. Donc tout va bien, tout est super, tout est magnifique, ça marche tout seul, tu lui dis jamais que tu l'aimes, elle t'adore. Ton mari, tu lui fais à manger des omelettes sans œufs, il adore. Il dit, je crois qu'il manque quelque chose. Mais quoi, mon amour? Tu préfères un steak, tu fais un steak, tu oublies la viande. Là aussi, il dit, j'ai faim, mais serre-toi, mais reprends-en. Est-ce que c'est bien grillé des deux côtés? Une nia. Une nia, bon. Ouais. Tu dis, mais chérie, mais enfin, il manque la viande. Oh, où avais-je la tête? C'est un phénomène, syndrome qui a démarré avec Louis XVI. Ouais. Mais il n'y a pas de viande. Et ben tu dis rien, c'est les 6 premiers mois. Après les 6 premiers mois, il n'y a plus d'essence dans la voiture. Pourtant, elle est neuve. À quelle heure tu rentres? Pourquoi tu n'as pas déposé le chèque? Il est trop cuit. Il n'est pas assez cuit. Il est cuit d'un côté. Il n'est pas cuit de l'autre côté. Alors où il est? Il n'y a plus d'essence. Alors c'est quoi le secret? C'est que pendant que l'essence est gratuite, pendant les 6 premiers mois, il faut investir, il faut apprendre, il faut donner. Comme ça, comme tu as appris à pédaler tout seul, c'est pas grave, parce que quand l'essence va s'arrêter, mais tu sais pédaler. Mais les gens, ils font le contraire, ils profitent des 6 mois, ils kiffent les 6 mois, sans faire d'efforts, pas de recette, pas de bonté, pas de reconnaissance, pas de midote, rien. Mais le jour où il n'y a plus d'essence, ils ne sont pas habitués à pédaler. Ah, il faut pédaler. Ah, pourquoi il faut pédaler? Pourquoi? Et qui a dit que je dois faire des efforts? Et pourquoi je dois faire des efforts? Il y a encore, il n'y a pas très longtemps, 4 mois de mariage. 4 mois, c'est pas beaucoup, hein? Il m'a dit, Rav Chetrit, je voudrais un get. Je lui ai dit, mais pourquoi un get? Il m'a dit, en plus, c'est un get rapide, c'est la version jet, d'accord? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, je ressens plus rien, je suis pas attiré. Je lui ai dit, mais il faut travailler, il faut mettre en place, il faut apprendre à se connaître, il faut discuter, il faut échanger. Oh là là, il me dit, c'est trop compliqué. Il m'a dit, moi, je veux pas. Moi, je suis un homme occupé, je travaille, je sais pas que ça à faire. Moi, il faut que ça marche tout de suite. Je lui ai dit, toi, tu confonds la femme avec une imprimante. L'imprimante, tu la branches avec l'ordinateur. L'ordinateur reconnaît l'imprimante. Le logiciel est déjà dans Windows. Plug and play, ça marche tout de suite. Mais la femme, c'est pas comme ça. Le mari, c'est pas comme ça. Il faut échanger, il faut apprendre à se connaître, il faut se prendre la tête, il faut s'expliquer. Il faut connaître le langage de l'autre, il faut connaître sa patience, il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, il faut chercher les petits plats, il faut savoir lui annoncer, surtout les prix. D'accord? Donc, Albert,
Les bottes que je t'avais dit, je les ai trouvées. Et je les ai achetées. Combien tu les as payées? Ah, sur ta vie. On va avoir une vite compte celui-là. Ouais. 200 €. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'un homme gagne le double de ce que sa femme dépense? Parce qu'elle lui annonce toujours la moitié du prix. Elle va pas lui dire qu'elle a acheté un tailleur à 400 €, elle va dire t'es folle, lui il paye ses costumes à 22,80 €. Elle achète un tailleur qu'elle va mettre une fois. En plus elle a pris un 38 alors qu'elle fait un 45. C'est une marque, c'est une marque. Oh, c'est une façon de parler. Non, c'est une marque connue, ça s'appelle Akbal. Akbal le 38, si Dieu veut. Mais c'est quoi l'idée? Mais c'est que la personne, détendez-vous, c'est que la personne, elle dit la moitié du prix. Donc le mari dit, mais comment tu l'as payé d'ailleurs? Alors elle dit 200 €, en vérité elle a payé 400. Alors son mari dit, ah 200 €, mais c'est pas cher, il fallait en acheter 2. Elle dit, mais j'ai acheté 2. J'exagère, mais la réalité est bien pire. Donc qu'est-ce qui est marqué ici, ouais? C'est quoi l'idée? Non, je sais que vous rigolez parce que ça vous rappelle vraiment quelqu'un de très proche. Vous avez même dû l'épouser. Alors, c'est quoi le code? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très important, que ce qu'on va avoir dans son couple, c'est ce qu'on aura mis dedans. Donc quand on dit Olam Chesed Ibané, que c'est la bonté qui construit le couple, c'est vraiment une logique de bonté. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va investir, on va donner. Maintenant, après, le problème, c'est la qualité de ton don. Est-ce que ton don, il est conditionné? Est-ce que ton don, il est intéressé? Est-ce que ton don, il est une manière d'acheter? Tu échanges, il y en a qui achètent, c'est-à-dire l'autre, il fait un cadeau, comme ça, il a la tranquillité. L'autre, il donne la carte bleue, comme ça, il peut partir une semaine par an, sans dire où il va. Ouais. Celui-là, il achète le sourire. Celui-là, il achète l'écoute. Non, si toi, tu ne veux pas acheter, tu veux donner. Donner, c'est pas acheter, parce que donner, c'est donner pour donner. Acheter, c'est donner pour recevoir. Maintenant, si toi, tu donnes pour recevoir, en donnant pour recevoir, tu conditionnes ce que tu vas recevoir, puisque tu as donné avec une limite. Par exemple, pourquoi nos parents, on ne peut rien leur refuser, normalement? Parce qu'ils n'ont pas donné pour recevoir. Ils n'ont pas calculé. Ils sont levés toutes les 2 heures, ils ont changé 7000 fois les couches, et ils ont amené à l'école, ils ont payé les redoublements, ils ont supporté, et on a menti, ils ont fait semblant qu'ils n'étaient pas au courant. On a triché, ils ont fait semblant qu'ils n'étaient pas au courant. Tout ça, comment tu vas rembourser ça? Donc comme c'est infini, donc tu rends infini. Mais si l'autre, il donne en calculant, ou elle donne en calculant, et les gens, ils font des calculs. Vous savez comment ils font, les gens? Ouais. Toi, tu descends les poubelles, moi, je fais la vaisselle. C'est un calcul. Mais attention, parce que le jour où on achète un lave-vaisselle, qui c'est qui va descendre les poubelles? Ça commence des problèmes. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit donner sans calculer. C'est-à-dire que la nature du don, elle va dépendre. Et ce que tu as mis dedans, c'est ça ce que la personne va recevoir. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. Il y a 2 femmes qui font le même gâteau, les mêmes ingrédients, le même chocolat, la même farine, le même sucre, les mêmes plats, le même four, la même recette. Comment ça se fait qu'il y en a un qui est bon et un qui n'est pas bon? C'est la même recette. Regardez, chaque dafina est différent. Chaque dafina, ouais. Chaque chalot, c'est une autre chala. Il y a des belles chalotes et il y a des filles chala. C'est une autre chose. Je ne sais pas comment elle a fait cette chala. Déjà, tu la prends. Elle doit peser 7-8 kilos. Tu as peur de casser la plaque. Tu dis, c'est pas possible. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a une qui a triché. Elle a rajouté un ingrédient qui n'était pas dans la recette. Elle a rajouté la rumba. Tu lui as dit, fais-moi le gâteau de ma mère. Fais-moi le gâteau de ma mère. Fais-moi. Elle t'a dit, je vais faire le gâteau de ta mère. Voilà le gâteau de ta mère. Avec la recette de ta mère. Avec la manière de ta mère. Alors tu t'étonnes qu'elle a fait un gâteau comme ta mère, comme ta mère, comme ta mère. C'est normal que le gâteau, il est ta mère. C'est ta mère. Et c'est bizarre, tu le manges, tu as des brûlures d'estomac. Parce que la personne ne l'a pas fait de bon cœur.
Les gens qui t'invitent pas de bon cœur, ne va pas manger chez eux, tu vas t'empoisonner. Hein. Quelqu'un qui te prête de l'argent en s'étouffant, comme ça, il va mourir. Tu lui dis, je t'en prie, prête-moi 100 euros. Tu dis, prends ma femme. Non, non, tu vois. Celui-là, cet argent-là, il va pas te porter bonheur. Hein. Quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu peux venir dimanche m'aider à déménager? Il te dit, dimanche, le lendemain de samedi, tu veux que je vienne? Ça serait pour déplacer des choses. Ne le fais pas venir. Il va se casser un bras, celui-là. 10 ans, il va te le reprocher. Ouais, c'est toi qui m'as fait dire de venir. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la Ramma. Ça veut dire que ce qu'on crée, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Maintenant, toi, tu as mis à l'intérieur de la Ramma, ou tu as mis de la Simcha, ou tu as mis de l'amour, ou tu as mis de l'intelligence, ou tu as mis de la volonté de construire. Quand l'autre, il va manger ton amour. Quand l'autre, il va manger ta confiance. Ça veut dire qu'il y a une chorma extraordinaire qu'on a la capacité d'emprisonner dans les molécules, les énergies et les volontés qu'on met. Tu vois des gens qui t'invitent de bon cœur, tu te sens bien. Des gens qui t'invitent pour frimer sur leur maison, tu te sens mal. Tu te sens mal, tu dis quand est-ce que je vais partir? Après qu'on a fait la visite des lieux, il n'y a plus rien à se dire. Alors, comment vous avez trouvé la salle de bain? C'est difficile, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y avait rien. Ou alors il y avait du négatif. Maintenant, toi, tu le sais, toi. Si toi, dans le plat, tu mets du positif, c'est du chesed. Si toi, dans la parole, tu mets du positif, c'est du chesed. Si toi, dans l'écoute, tu mets du positif, c'est du chesed. Le chesed, en fin de compte, c'est quoi? C'est le contenu. C'est toi qui décides ce que tu mets. Maintenant, tu peux mettre dans la parole, tu peux mettre de l'ironie, tu peux mettre de l'accusation, tu peux mettre des pics, tu peux rajouter en fin de phrase des petits adjectifs qualificatifs qui ne sont pas forcément dans le dictionnaire. Espèce de... Mais c'est pas méchant, c'est une façon de parler. Vous savez, on se parle comme ça, le bouffon, le tunisien, le lourd. Mais c'est dommage. Ça fatigue. Pour rien. Donc qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as pollué ton chesed. Maintenant, je vous dis, qu'on soit très clair. Je ne pense pas que vous l'entendez d'un autre rabbin, mais je vous le dis. Le meilleur gâteau du monde, si vous mettez 3 gouttes d'urine dedans, personne n'en veut. Pourtant, il y a bitou, là, ça s'annule dans la majorité. Et quand tu lui as dit qu'il y a de l'urine dedans, il veut pas manger. Et bien, c'est exactement ça. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut? Bon, ça va, je l'ai insulté, mais je lui ai donné 5 000 euros. Il va mourir. Mais je lui ai fait sentir que je lui ai fait la Torah. Il va s'étouffer. Pourtant, le chesed, il est là. C'est pas du chesed, ça. Ça, c'est de la haine habillée en chesed. Ça, c'est de la méchanceté. C'est-à-dire que tu prends un marteau en or pour fracasser la tête de l'autre. Qui dit Shem Shamaï. L'autre, il se sert de la Torah pour détruire la personne. Ouais. L'autre, il se sert de son ascendant intellectuel pour faire honte. L'autre, il se sert c'est-à-dire de la confiance de l'autre pour faire une souffrance, un chantage émotionnel, de retourner le couteau dans la plaie. Pourquoi faire? Ça veut dire que c'est de l'anti-chesed. Maintenant, si le chesed, ça construit, l'anti-chesed, ça détruit. Donc, réfléchis bien à ce que tu mets à l'intérieur de ce que tu produis. Dans les mots que tu dis, dans les ambiances que tu crées, dans les shabbats que tu mets en place, dans la façon d'accueillir, dans la façon de faire le manger. Dans chaque chose, réfléchis bien à ce que tu mets, parce que ce que tu mets, c'est ce que tu trouves. Ah, et si quelqu'un dit, mais vous savez, c'était pas dans un mauvais esprit, c'était plein de bonnes intentions. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Ils disent l'enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Pas le Gan Eden, l'enfer. C'est-à-dire que les gens, par bonne intention, cette belle-mère, elle a détruit sa belle-fille. Mais c'est pour l'éduquer. Ce mari-là, il a détruit sa femme. Mais c'est pour la rendre une femme sérieuse. Ce professeur, il a cassé le moral de cet enfant, il l'a détruit mentalement. Mais c'est pour qu'il soit plus rigoureux. Parce que toi, t'es programmé dans ta tête comme un Allemand prof de maths. Alors tu crois que l'enfant, il doit être comme toi. Peut-être qu'il a une autre forme d'intelligence. Non, toi, tu as décidé comment il doit être. Il va être détruit, Mais non, une truite. Une truite, ouais. Tu peux pas lui apprendre à voler, c'est une truite. Donc dis, c'est une truite et c'est tout. Non, je vais en faire un oiseau. Grâce à Dieu, c'est bien, elle est passée en seconde. Bon, maintenant, elle est déprimée, elle est dans une maison de repos. En fait, elle est folle. Mais elle est passée en seconde. Mais quel intérêt, dans quel état? Et ça, c'est quoi? Pourtant, c'est avec une bonne... C'est ça qui est vicieux. C'est que c'est avec une bonne intention. Mais la bonne intention ne justifie pas. La preuve, c'est qu'on peut tout légitimer. Alors, comment tu vas savoir si c'est une bonne intention ou non? Donc, c'est seulement si une personne, elle apprend à se connaître pour savoir à l'intérieur d'elle-même, au fond, si elle est en train de construire ou si elle est en train de détruire. Des fois, on ne le sent même pas. Quand il y a un phénomène très répandu qui est très bizarre, mais qui a l'air tellement débile que j'ai honte de vous en parler,
Il y a des gens, ils sont méchants. Pour rien, méchants. Je dis, mais pourquoi tu as dit ce mot? Comme ça. Et tu vois bien que l'autre il pleure, arrête de parler. Non. Ça y est, il a reconnu, arrête d'insister. Non. Pourquoi? Comme ça. Méchant. Vous avez compris, méchant? Méchant, ça veut dire des gens qui poussent, qui font mal. Et ça y est, c'est bon. Non, 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 non. Ça suffit pas encore. Il faut que tu payes. Pourquoi? Une dette hypothétique que l'autre il s'est inventée. Les 4 années qu'on a souffert, ce que ta mère elle m'a fait, ce que tes beaux-parents ont truqué, pourquoi tu m'as obligé à truquer là-bas, parce que tu m'as menti sur ce que t'étais, parce que... Et les gens ils sont méchants. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi tu construis quoi? Déjà avec la bonté c'est dur de construire. Avec la méchanceté t'espères quoi? Il n'y a rien. Ça produit rien, ça fait rien. Ouais. Et en plus de ça, ce que tu plantes ça pousse. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu plantes des orties, ils poussent des orties. Tu plantes des roses, ils poussent des roses. Mais tu te plantes, ils poussent quoi? Ils poussent rien. Là, c'est exactement pareil. Pourquoi les gens, ils n'ont pas cette intelligence, ils n'ont pas une caméra au-dessus de leur tête, de se regarder vivre, de s'écouter parler, de se regarder agir et de dire, là, je crois que ça ne sert à rien ce que je fais. Là, je crois que c'est négatif. Là, je sens que ça va apporter des problèmes. Pourquoi il n'y a pas cette intelligence? Pourquoi c'est toujours une logique? J'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte. Ah, maintenant que tu le dis, ah, j'ai bien fait de le savoir. Dommage que je ne l'ai pas su avant. Pourquoi? Moi, je pose la question. Il faut exactement la même intelligence pour réparer quand on a cassé. Mais il faut aussi la même intelligence pour éviter de casser. Alors, pourquoi tu utilises ton intelligence pour réparer? Tu n'as qu'à l'utiliser pour éviter de casser. Et si quelqu'un va dire, bah, quelle différence? De toute façon, puisqu'on a réparé, c'est comme si on n'a pas cassé. Non. Ah non. Imaginez, vous recevez un beau vase, un très beau vase, 28 000 €, un cadeau. Et le jour même où vous le recevez, il tombe par terre. Il se casse exactement en 4 morceaux. Pas de débris, rien. Vous prenez une colle et vous le collez avec une colle spéciale et ça ne se voit pas. Maintenant, quand même, vous avez le cœur de l'offrir à quelqu'un. Non, mais ça ne se voit pas du tout. Vous avez compris ou non? Cette l'autre, elle va le faire tomber, elle va le casser, elle va dire, ah, c'est marrant, il y a de la colle. Ah, bah vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Tu peux pas, pourquoi? Parce qu'il est brisé. Donc, même réparer, il y a toujours quelque chose qui a été brisé. Alors, pourquoi tu penses que c'est mieux de réparer que d'éviter de casser? Évite de casser. Ah, je ne savais pas. Apprends. J'ai pas réfléchi. Réfléchis. Je ne me rendais pas compte de la gravité. Réfléchis à la gravité. Anticipe, prépare-toi, construis-toi. Il faut faire ce travail. Si on ne le fait pas, il ne va pas se faire. Je ne sais pas, les gens, ils sont nia. C'est leur vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, moi. C'est ta femme, c'est ton mari. Moi, il me disait, moi, imaginez que vous êtes marié avec cette femme. Je suis Chazvé Shalom. Il me dit, pourquoi? C'est un des seuls guénams que tu peux choisir. D'accord, donc, je ne sais pas. C'est ta femme, ouais. Écoute, grâce à Dieu, tu la mérites. Comme on dit, Kolwardou Mazzalo, d'accord. Ce qui se ressemble s'assemble. L'ânesse et l'épouse l'âne. C'est comme ça. Les gens, ils sont faits l'un pour l'autre. Une femme, elle m'a dit, moi, mon mari, je l'ai cassé, concassé, fracassé. Elle m'a dit, je l'ai rendu comme une serpillière. Je dis, c'est normal, vous êtes traite comme un balai. Ça fait un coup. Elle n'a pas rigolé. Attends, elle est bonne. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle ne veut pas comprendre. Et ça, c'est une chose qui est difficile. C'est que le défaut majeur de ton conjoint, c'est qu'il te ressemble. Maintenant, qui te ressemble par mimétisme, comme un miroir, ou qui te ressemble par complémentarité, c'est-à-dire que les plus, c'est les moins c'est les plus. Les creux, c'est les reliefs. Hop, prise mâle, prise femelle. Et le courant passe. Ou le contraire. Non, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça. Mais regarde, les reproches que tu lui fais, c'est les reproches que tu te fais. C'est normal, vous êtes pareil. Les deux têtus, comment ils vont s'arranger? Les deux nerveux, comment ils vont s'arranger? Les deux paresseux. Allez, qui c'est qui va lever le balai? C'est pas mon rôle, tu comprends, c'est moi qui fais tout. Mais moi aussi, je travaille, il reste les deux. Et la serpillière, elle reste là. Elle ne bougera pas. Ils l'ont appelée Tzitkato. Parce que Tzitkato, on là. Elle va rester elle va rester pour toujours, cette serpillière. Ouais. Personne ne va la lever. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux paresseux. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu dois accepter. Tu dois dire, écoute, mon mari, c'est mon mari. Ma femme, c'est ma femme. Tu dis, bon, c'est marié trop vite. Le bon Dieu ne se trompe pas. Il y a une choupa, il y a une naissance. Ça y est, c'est fini, c'est ton mazal. Alors, c'est peut-être ton mazal pour toujours. C'est peut-être ton mazal jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas. C'est peut-être ton mazal jusqu'à ce que vous atteigniez une madriga supérieure qui vous donne droit à votre premier partenaire que vous aviez raté à l'époque en dérivant de votre première destinée. C'est possible, dans l'absolu. Mais tu ne le sauras qu'après que tu auras fait les efforts. Et les gens, ils ne font pas les efforts, ouais, et ils réfléchissent. Et c'est peut-être pas mon mazal, et c'est peut-être pas lui. Une elle m'a téléphoné, elle me dit, Rabbi Chetri, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que mon mari, je pense que mon mari n'est pas mon mazal. Je dis, mais vous êtes marié quand? La semaine dernière? Elle me dit, non, il y a 22 ans. Je dis, mais vous avez des enfants? Elle me dit, 9. Je dis, 9 enfants? Je dis, quand je ne comprends pas, 9 enfants, ça veut dire que 9 fois l'essai a été transformé. Le ballon est arrivé à son but, ouais. Et vous n'êtes pas sûr que c'est votre mari? Elle me dit, oui, mais on n'a pas du tout le même caractère. Moi, je suis très, très, très intellectuel. Et lui, pas du tout. Il se trouvait par hasard que je connaissais son mari. Et que je la connaissais aussi. Alors je lui ai dit, mais madame, vous êtes une intellectuelle? Elle me dit, oui, je sais très... D'ailleurs, c'est pour ça que j'écoute vos cours. Je suis très, très intellectuel. Alors, je lui dis, entre intellectuels, vous pourriez m'éclairer? Elle me dit, oh, si j'osais. Alors moi, je lui pose 2 ou 3 questions intellectuelles. Elle ne comprend même pas la question. Elle me dit, écoutez, je ne comprends pas. Je dis, bienvenue au Club des Brels. Je dis, votre mari, il est très intelligent. Mais ce n'est pas un intellectuel expansif, c'est un intellectuel intérieur. Il sait fonctionner, il sait décider, il sait marcher. Vous voyez que vos enfants sont éduqués, vous voyez que la maison, elle tourne, vous voyez que la parnassa, elle est là. Vous voyez qu'il a la sagesse de supporter votre lourdeur. Donc c'est une forme d'intellect énorme. Elle me dit, alors quoi, je dois renoncer à mes ambitions? Non, vous devez accepter ce que vous êtes et ce qu'il est. Parce que votre malheur, c'est qu'il vous ressemble. Alors vous, peut-être qu'à l'époque, vous aviez rêvé que vous alliez épouser les narcs ou le Talmid Chacham. Mais vous n'êtes pas comme ça. C'est pas la peine. Pourquoi faire? Il va s'ennuyer avec vous. C'est pas possible. L'autre, elle voulait épouser un énarque. Elle a épousé un énarque. HEC ou là. Ouais, mais elle, elle est très belle, mais elle est très bête. C'est que dans le film, elle pouvait jouer la belle et la bête. D'ailleurs, elle s'appelle comme ça. Hmara Yafa. C'est un cas très rare. Elle a réuni les 2 qualités en même temps. Ouais. Alors, c'est un soir d'hiver. Son mari, il est ingénieur. Il est en train de réfléchir à la redistribution du budget en calculant sur le facturing indexé du dollar sur la base du shekel. Et elle est en train de faire des mots croisés. Mais niveau, ça veut dire trisomique. C'est juste en dessous de... Alors, elle dit à son mari, Jean-Alexandre, c'était avant la Teshuvah. Maintenant, il s'appelle Mordechai Eliaou. Bon, alors, Jean-Alexandre, une lettre de musique qui commence par un D fini par un O en 2 lettres. Aurais-tu une idée? Alors lui, il se retourne, il la regarde, il n'arrive pas à comprendre comment une telle masse de lourdeur peut être concentrée dans un si petit volume. Est-ce qu'il doit lui répondre? Il ne sait pas quoi faire. Alors il lui dit donc. Elle dit, j'ai bon dos avec toi. Et c'est quoi l'idée? Je dis, mais comment ils sont mariés ces 2-là? Eh bien, sache que c'est vrai que c'est un grand intellectuel, mais il a besoin de cette simplicité. Ouais. Et ça marche. Ça fonctionne. Donc la différence, elle ne veut pas dire pour autant la séparation. C'est ça le problème. Les gens, pourquoi ils se marient? Je dis, des fois, je les vois, ils sont là, ça fait 10 ans qu'ils s'engueulent. Je dis, mais pourquoi vous êtes mariés? Non, juste comme ça, une question comme ça culturelle. Genre, c'est de savoir les abîmes de la profondeur du monde, pourquoi vous êtes mariés. Il dit, parce que je l'ai trouvée différente. Et pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'elle est trop différente. Là, je ne comprends pas. La différence, ça rapproche, ou la différence, ça sépare. On dirait que la différence, ça attire, mais quand tu t'approches, ça sépare. Non, la différence, si tu l'utilises, ça construit. Mais la différence, si tu la subis, ça détruit. Maintenant, on est obligé d'être différent. Vous savez que d'après la Torah, on n'a pas le droit d'épouser ni sa mère, ni sa sœur, ni sa grand-mère, même pas la femme de son père qui n'est pas sa mère. On n'a pas le droit d'épouser. Pourquoi? Les gens vont dire, non, enfin, mais c'est évident, mais chalam, shalom, simsilenu, mais vous êtes fous. Pourquoi? C'est pas moi qui pose cette question, c'est le Rav Simchazi seul, qui est très religieux.
Le Horachal. Il pose cette question, il dit, mais pourquoi la Torah a interdit la relation avec des femmes qu'on n'a même pas, Hazvi Shalom, l'idée même de penser, d'imaginer qu'on va faire une bêtise avec eux. Alors, il a dit, la Torah ne parle pas ici de l'interdit physique que maintenant quelqu'un y va faire. Non, c'est le lien intellectuel, c'est le lien psychologique. Parce que toi, quand tu vas te marier, tu vas chercher ta mère, tu vas chercher les qualités de ta sœur, tu vas aller chercher la tendresse et les boulots de ta grand-mère. Non, 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 ni ta sœur, ni ta mère, ni ta grand-mère. Tu vas épouser l'inconnu. Et avec l'inconnu, tu vas grandir. Et avec l'inconnu, tu vas évoluer. Et avec l'inconnu, tu vas investir. Ah, mais c'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, je vois les gens, 48, 58, 68. En vérité, ils ne veulent pas se marier. Ils ont le confort. Leur mère, elle connaît leur goût. Elle a la patience. Elle connaît leur caractère. Elle sait comment il est nerveux, comment il est relâcheux. Le mec, il dit, bon, j'ai été au Chidour, mais ça va pas. Elle a le nez comme ça, elle a les oreilles comme ça. Elle est un peu nerveuse, elle n'est pas assez nerveuse, elle n'est pas... D'abord, première question, tu veux te marier ou non? C'est difficile de retrouver la facilité que tu as chez toi. Parce que là, c'est pour ça qu'il faut se marier jeune. Parce qu'il faut être un peu fou. Celui qui réfléchit, il dit, mais ça coûte une fortune. Il ne veut pas se marier. Mais pourquoi je vais supporter un caractère? En plus, il faut rentrer dans une famille. Là, tu vas profiter de mon argent. La femme est dépensière. On le dit, ma très chère femme. Très, très chère. Mais tu dois accepter que ta femme va dépenser. Parce que quand tu n'acceptes pas que ta femme dépense et tu te mets à râler, ça va te coûter très cher. D'ailleurs, on doit dire râler. Plus tu vas râler, et plus ça va te coûter cher. Donc quand tu l'achètes, tu dis, c'est bien, Razak, 650 € de cachère, magnifique, dommage, ça n'a pas pris le double. C'est que Naouri participe au Shalom Bayit de toute la France. Chaque semaine, il y a une engueulade sur les prix du cachère. J'espère qu'ils s'enregistrent beaucoup parce qu'ils vont devoir rendre des comptes sur le Shalom Bayit. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend que le chesed, on l'a dit, il doit être bechorma, c'est-à-dire il doit être ciblé, il doit être adapté, il doit apporter, il doit construire. Donc déjà, j'ai réfléchi aux ingrédients que j'ai mis à l'intérieur du chesed, après à la kavana que j'ai mis à l'intérieur. Et après, ce chesed, il doit être automatiquement lié à une deuxième qualité qui est fondamentale, qui s'appelle akarat hatov, s'appelle la reconnaissance. Celui qui n'est pas capable de dire merci, ouais, son chesed n'a pas de valeur. Pourquoi? Alors, je donne toujours cet exemple. Il y a 2 bateaux qui sont perdus en pleine mer Pacifique, sans vent, sans rame et sans moteur. 2 bateaux, ils sont comme ça. Il n'y a pas de vent. Et les voiles, elles ne servent à rien. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de rame. Comment ils vont s'approcher l'un de l'autre? Ils ne peuvent pas. Alors ils attendent. Il n'y a pas de courant non plus. Mer plate, ouais. Mais ils ont des cordes. Alors il a dit, tu sais quoi? Il a appelé, oh, du bateau! Il dit, oui. Jetez-nous des cordes! Alors, un, il jette des cordes. L'autre, il jette des cordes. Chacun, il envoie des cordes à l'autre bateau. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il va tirer les cordes de l'autre. Jeter la corde, c'est chesed. Tirer la corde, c'est reconnaître le chesed. C'est akarat hatov. Maintenant, il y a des gens, ils jettent la corde, ils font chesed, mais ils tirent leur corde. Regarde tout ce que je t'ai donné. Ingrate, ingrat. Je ne sais pas dire merci. Non, 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 non. Ce que tu as donné, oublie-le. Ce que l'autre il a donné, rappelle-toi. N'oublie pas. Il faut avoir la mémoire sur le bien des autres. Ton bien à toi, tu l'oublies. C'est normal. Non, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, les gens, ils se rappellent, ils prennent des notes. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est normal, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, quand toi, tu donnes, et que l'autre, il reconnaît, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça nous rapproche. Pourquoi? Parce que pour donner, ouais, chesed, c'est véhiculé par la volonté. Il y a la volonté de donner. Dire merci, c'est aussi une volonté de dire merci. Donc en vérité, la volonté de dire merci, elle rencontre la volonté de donner. C'est clair? Maintenant, la volonté, elle vient de la neshama, de l'homme, et la reconnaissance, elle vient de la neshama, de la femme. Après, la bonté, elle vient de la neshama, de la femme, et la reconnaissance, elle vient de la neshama, du mari. Quand les deux volontés se rejoignent, alors là, on a déjà dit ce maral à peu près 708 243 fois, mais je le répète pour les gens qui n'apprennent pas les phrases par cœur, que Ahava Zeshaviut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés.
Donc quand la volonté de l'homme, elle se mélange avec la volonté de la femme, donc la communion des volontés s'appelle l'amour. Or, l'amour en hébreu c'est Ahava. Ahava c'est valeur numérique 13, comme Ehad. Donc aimer, c'est faire un. Maintenant, comment on fait un? Alors il dit à Bessler, Chesed ve'akaratatov ze'av. L'amour et la reconnaissance, la bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. Donc s'il y a de la bonté et pas de reconnaissance, ça marche pas. S'il y a de la reconnaissance et pas de bonté, ça existe aussi. Des gens qui disent merci, merci, mais pour rien. Si c'est pas une vraie bonté, ça sert à rien de dire merci. Si c'est pas une vraie reconnaissance, ça n'encourage pas à donner. C'est-à-dire que tu dois bien dire merci. Non merci, c'est bon, merci. Non, tu dois réfléchir, tu dis, comment? C'est un homme occupé, il a fait des efforts, il est sorti de son travail, il a passé 4 heures, il a réfléchi, il a demandé le conseil. Et ben au Hachem, il a trouvé exactement ce que j'ai besoin, au bon moment, de la bonne manière, avec plaisir, avec le petit mot, avec la petite fleur, avec l'emballage. Quel chorma. Ou non, tu as fait un beau cadeau, Reinara, 16 800 €, mais c'est la secrétaire qui l'a choisi. Il n'avait pas le temps, il a dit à la secrétaire, Catherine, s'il vous plaît, allez choisir un truc pour Flecha. Et elle a choisi exprès un truc que tu n'aimes pas. Catherine, très connue, c'est une catastrophe. En Louisiane, ça s'appelle Katrina. Ouais. Non. Toi, tu vas faire le... Comme toi, tu fais pour ton mari. Tu sais qu'il aime ce plat. Tu le fais avec amour. Ouais. Lui aussi, il va choisir le cadeau avec amour. Donc, qu'est-ce que tu reçois? 5% de cadeau, 95% d'amour. C'est-à-dire, c'est la volonté qui véhicule l'objet. C'est la volonté qui véhicule le remerciement. Maintenant, c'est dur de dire merci. C'est dur. Parce qu'il y a l'orgueil. Ouais. Parce qu'il y a l'impression que tout est dû. Mais c'est normal. Non, tu dois dire merci. Tu dois réfléchir bien avec une kavana. Et c'est difficile parce que, comme un petit mot d'une seconde, il peut remplacer 4 ans d'effort. C'est vrai. Moi, toujours, je me posais la question. Comment tu dis merci à ta femme qui t'a fait 14 salades? Elle a passé 4 heures. Et toi, tu dis merci pour ce Shabbat. Comment tu dis merci pour un accouchement? Comment tu fais? Merci. Pendant 9 mois, comment tu vas faire? Alors quelqu'un il dit, bah écoutez, puisque c'est impossible de dire merci, alors on ne dit pas merci. Moi, une fois, j'avais été voir mon rab, je lui avais dit, comment je vais vous dire merci? Je l'ai vu qu'il enseignait tous les jours, j'ai vu qu'il était malade, qu'il avait le dos bloqué, j'ai vu qu'il avait... il venait quand même, il venait. Comment on va dire merci à quelqu'un qui t'a donné sa vie? Oui. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de dire merci. Si on voit que tu vas en fonction des enseignements qu'on t'a donnés, si les parents ils voient que leurs enfants ils vont dans le bon chemin, ils n'ont pas besoin de dire remerciements. Ils n'ont pas besoin de leurs cadeaux et de leurs trucs. S'ils voient que c'est des voyous, que c'est des tordus, c'est des malades, et qu'ils viennent dire tiens papa, tiens voilà 10 000, voilà 20 000, tu sais que c'est de l'argent volé, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu mon fils, garde ton argent et fais tchouva. Ça me suffira. C'est-à-dire que quand tu vois que tu as investi et que le résultat il existe, alors c'est ça le remerciement. Le remerciement, c'est avoir des bons enfants. Si tu vois que ta femme elle est épanouie, c'est le meilleur remerciement. Si tu vois que ton mari il est épanoui, c'est le meilleur remerciement. Après les merci, il va dire. C'est ça le remerciement. Par contre, le contraire, si quelqu'un il n'est pas content, si quelqu'un il n'est pas heureux. J'ai lu hier dans un livre un truc incroyable. Il y a 2 scientifiques, ils ont découvert que quand quelqu'un il sourit, un truc bizarre, le fait de sourire, ça provoque une réaction chimique qui entraîne que psychologiquement la personne se sent bien. C'est incroyable, non? Chimique. C'est que les gens ils prennent des antidépresseurs parce qu'ils font la tronche. Ils prennent des vitamines parce qu'ils font la tronche. D'ailleurs, elle connaît qu'une recette de gâteau, c'est le cake. Et elle le sert que en tranche. Tranche de cake. Il y a quand même... l'onde de compréhension a eu du mal à aller jusqu'au bout de la salle. Hein. Je sens que vous fatiguez. Mais c'est quoi l'idée? Détendez-vous. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand moi je fais le vrai chesed, et l'autre il fait le vrai akaratatov, ça se construit. Maintenant après qu'est-ce qu'on fait? On fait évoluer le chesed. D'accord? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comment on va arranger les choses? Comment on va préparer? Comment on va faire la surprise? Il ne faut pas avoir peur. Moi je vois, envoie des textos, fais un truc sympathique, écris un petit poème, amène une fleur, fais quelque chose. Non, attends, c'est pas possible. Les enfants, ils travaillent, ceci, Alors du coup on se retrouve les deux à travailler dans une prison.
Bonjour, bonjour, la cellule 21 a été faite? Oui. Est-ce que le condamné numéro 3 est arrivé? Oui, il est là. Assis-toi. Pourquoi t'as rien fait en classe? On gère une prison, c'est une prison avec des cellules, des prisonniers. C'est plus un mariage, c'est une ramma. D'accord. D'ailleurs, à la Choupa, la chanson, c'était les portes du... vont bientôt se refermer. Mais non, c'est pas normal. Que toi, tu t'es marié, tu rentres chez toi, mais c'est le bonheur qui t'attend. Et c'est la Simchat Chaim, c'est ça la force, c'est ça la joie, c'est ça qui va te nourrir. Où tu vas trouver les forces pour rentrer au travail, pour rentrer à la yeshiva, pour aller au kollel, pour aller te battre avec les clients, avec tes professeurs, avec tes directeurs. Pourquoi? Parce que tu prends des forces. Non, c'est là-bas que tu prends la main. Ils sont fous les gens, ils s'organisent. Au lieu de créer des camps de l'amour, ils créent des camps de l'amour. Avec des barbelés, avec des nazis, avec des angoisses, avec des bergers allemands. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ta maison, c'est ta famille, tu crois qu'on va vivre éternellement? Les gens, ils ne se comprennent pas pendant 15 ans, après ils se font la gueule pendant 15 ans, ça fait 30 ans. Après, chacun, il t'explique. Oui, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, il commence à me dire les anecdotes. Et écoutez, vous n'allez pas me raconter 30 ans. Mais je peux vous dire une chose, en scannant les quelques éléments que vous m'avez donnés, je vais vous dire le secret, c'est quoi? Ça s'appelle, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, ça s'appelle la série des rendez-vous manqués. Quand un il fait un effort, l'autre il ne fait pas l'effort. Quand l'autre il veut se rattraper, l'autre il dit c'est trop tard. Quand l'autre il dit bon allez je regrette, l'autre il dit il faut que tu payes. Alors on se croise. Ouais. Mais combien des années qui passent, combien des années? Heureusement qu'il y a eu le dépôt de bilan, ça nous a rapprochés. Heureusement que le petit il a redoublé, on s'est battu ensemble. Heureusement que tu es tombé malade, je t'ai soutenu. Sinon, on serait croisés. Et la vie elle passe. Les gens ils disent, enfin je le rabat comme ça, ça fait quand même 20 ans, ça fait quand même 30 ans. Non, c'est pas la vie commune ça. C'est la vie l'un à côté de l'autre. Les gens ils confondent cohabiter et coexister. C'est que d'après la loi, il est interdit de faire des enfants avec un colocataire. Maintenant, puisque c'est déjà, on est condamné, on est dans la même cellule. Alors viens, on fait du shalom bayit. Viens, on apprend à se connaître, viens, on apprend à s'aimer, viens, on apprend à communiquer. Viens, on fait parce qu'on est déjà là, parce qu'on est déjà dedans. C'est comme si quelqu'un il n'a rien fait en cours de maths. Alors le prof il a dit 2 heures de colle. Qu'est-ce qu'il va faire pendant les heures de colle? Ben fait des maths. Non, il fait rien. Du coup, la fois d'après, il ne connaît pas le cours. Alors il fait rien, le prof s'énerve, il dit encore 2 heures, il retourne en colle, encore 2 heures, il fait des mots croisés. Mais t'es mal ou quoi? Maintenant, t'as pas pris 2 heures de colle, après t'as pris 28 ans de colle. Alors profite, construis, assieds-toi, discute. On n'arrive pas à parler, eh ben, ça sera le premier sujet de conversation. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler? Elle dit, on n'arrive pas au bout de la discussion. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Pourquoi ça dérive tout le temps? Pourquoi on mélange tout? Pourquoi tu me parles de ta mère en plein milieu? Pourquoi? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je te comprends pas? Pourquoi on parle pas la même langue? Comment ça se fait? C'est pas normal. On est des gens normaux. Toi, tu t'entends avec le monde entier. Moi, je m'entends avec le monde entier. Et nous deux, on s'entend pas. Les gens disent, ouais, mais c'est un caractère, c'est un cas d'école, vous ne la connaissez pas, vous ne le connaissez pas, c'est un psychopathe, c'est un fou, Non, c'est parce qu'avec tout le monde, il n'y a pas une mitzvah de s'entendre. Mais avec ton mari, il y a une mitzvah. Et comme il y a une mitzvah, il y a un yetzera. Donc les gens les plus sociables du monde, ils deviennent associables ensemble. Je dis aux gens, asseyez-vous, on va la parler. Ah ben là, elle est là. Ah ben, ouais. De toute façon... N'avez même pas ouvert la bouche, de toute façon je sais où tu vas en venir. Mais une fois je les ai attrapés les deux comme ça, un je lui ai mis du sparadrap sur la bouche, l'autre je lui ai dit parle. Je parle. Il s'est mis à pleurer. Je dis pourquoi tu pleures? Parce que c'est la première fois en 8 ans que j'arrive à finir une phrase. Morgone. Bon, ce sont des cas très rares. Mais pas tant que ça. Donc c'est quoi l'idée? Des fois c'est le contraire. Ouais. C'est la femme qui n'arrive pas à parler. Et c'est quoi l'idée? Ça veut dire que tu vois maintenant, dans le chesed, il va y avoir d'apprendre à parler. Il va y avoir d'apprendre à écouter. Il va y avoir de donner du lekaf zechut. Vas-y, laisse du crédit. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que tu as compris, peut-être que tu n'as pas compris. Laisse à l'autre le temps de s'expliquer. Laisse à l'autre le temps de donner l'explication. Pourquoi tu t'énerves? Attends, je vais t'expliquer. Même les tours de contrôle. C'est comment la tour de contrôle? Allô, ici Tango Charlie 777 au départ de Tel Aviv. J'arrive sur Orly.
Me recevez-vous? Il dit oui, nous vous recevons 5 sur 5. Je confirme, 5 sur 5. La piste d'atterrissage, la 17, 5 sur 5. Je confirme, 5 sur 5. Dis-moi, ils sont débiles ou quoi? L'autre, il ne voit pas qu'il est en train de lui parler. Il confirme, pourquoi? Parce que si il a dit 16, en vérité c'est 13, et qu'il se pose sur la 13 alors que c'est la 16, et qu'il y a un autre 747 juste en face, il va y avoir des morts. Alors c'est pareil, quand toi tu parles, ta femme c'est la tour de contrôle. Ouais. Quand toi tu parles, ton mari c'est la tour de contrôle. Alors il faut confirmer qu'on est certain qu'on s'est bien compris. C'est comme si on disait, écoute chérie, on va s'engueuler, mais d'abord, je voudrais qu'on s'engueule sur la même chose d'abord. Parce que les gens ils s'engueulent, et après au bout d'une heure et demie, ah c'est ça que tu voulais dire, eh ben fallait le dire. Moi je le vois, ils viennent, pour des lourdeurs. Ah je dis, mais madame, c'était quoi? Attends, je m'arrête, écoute pas. Voilà, ce que ta femme elle veut dire c'est ça. Ah ben c'est évident. Et toi? Ben, c'est évident, mais moi je suis tout à fait d'accord, mais c'était pas la peine de déranger le rabbin. Pourquoi il y a le malentendu? Yetzirah. Pourquoi on ne se comprend pas? Yetzirah. Non, Yetzirah, c'est pas Yetzirah. Yetzirah, c'est l'entêtement, c'est la bêtise, c'est l'orgueil, c'est la lourdeur. Ouais. C'est la méchanceté, c'est la gratuité, c'est la paresse. La paresse. Donc tout ça, c'est quoi? C'est les bases dont on a besoin. Donc maintenant, si on fait des efforts, et si on est refif, et si on est positif, et si on cherche des solutions, comment on va avoir des problèmes puisqu'on est en train de chercher des solutions? Par contre, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passifs. Ils disent, bon, c'est comme ça. Ils sont passifs. Ouais, ils disent, bah, écoutez, je ne sais pas, j'attends. Ben voilà, appelle-la, dis-lui que tu l'aimes. Non, j'attends de voir si les sentiments vont revenir. Puisque la passion nous a quittés. Ils deviennent poètes. Les braises se sont refroidies. Le poète est devenu poète. Et du Boujdal, très connu, poète. Ouais. Je dis, mais si les sentiments se sont refroidis, mais rallume les sentiments. Fais une déclaration, écris un mot, envoie une cassette, je sais pas moi, t'as qu'à taguer sur le bâtiment d'en face que tu... Je t'adore, frère. Ça va te coûter très cher, un ravalement complet, mais au moins, elle est convaincue de tes sentiments. Et de l'autre côté, ça sera marqué, moi aussi, Mahlouf. D'accord? Voilà, Mahlouf et frère, une longue histoire d'amour. Ça passera pas à la télé, mais bon, peut-être en Algérie. Mais c'est quoi l'idée, ouais? C'est que simplement, les gens, ils se sont donné les moyens. Alors je sais, encore une fois, que ça a l'air d'être rigolo. Ouais, il vaut mieux rire que pleurer. Mais si vous réfléchissez en fin de compte, c'est quoi? C'est des petites choses. C'est des petites choses. Et vous savez que les petites choses, c'est la différence entre les grandes choses et les petites choses, c'est les petites choses. Moi, je donne toujours l'exemple. J'ai invité des copains chez moi à la maison à manger. Alors ils venaient. Maintenant, on se lève le matin. Ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, les générations de l'Omar. Vous savez comment on gratte les doigts? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait des œufs. C'est un truc bizarre. Des œufs, maintenant des œufs dans l'eau. Avec deux, trois petites pommes de terre, un peu de cumin, un peu de sel, un peu de poivre. Elle te coupe, tu les manges. L'autre, il est... Maintenant, le grand gourmet, tu sais, le mec, il a l'habitude des grands restaurants. Il dit, mais qu'est-ce qu'elles ont, ces pommes de terre? Mais qu'est-ce que c'est, ces pommes de terre? C'est des pommes de terre. Alors là, c'est la cuite. Là, il va faire une overdose. Le tagine, mais rien la maba. La dafina, c'est la 8e dimension. Là, il arrête l'extasie. Là, il a dit que la dafina, ça suffit. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un goût. Tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a l'amour. Il y a la hninout. Il y a la shrina. Donc, en fin de compte, toute ta vie, ça va être ça. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ouais. Alors, c'est pareil. C'est votre maison. C'est votre mari. C'est le père de vos enfants. Des fois, c'est le grand-père de vos petits-enfants. Des fois, c'est l'arrière-grand-père de vos arrière-petits-enfants. Alors c'est jamais trop tard. On peut s'asseoir. On peut dire, écoute, chérie, c'est mon amour. C'est ma vie. C'est mon sang. Ouais. Viens, on trouve des solutions. On pose des choses. On avance. Voyez, Michel Neff, il est vieux. On va trouver des solutions. Pourquoi? Je vous dis la preuve. Une fois, j'en avais 2 comme ça. 7 ans de mariage, 7 ans de malheur. La Shemitah, ils ont fait. Ouais.
Ils m'ont dit, c'est terminé, ça n'est pas possible, c'est pas possible. Elle est américaine et lui marocain, pour vous dire que la distance. J'étais à marocain. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Ah oui. Alors je lui ai dit, merci. J'ai dit, écoutez monsieur, maintenant vous pouvez plus, non je veux divorcer, j'en peux plus, je vais la quitter, qu'elle s'en aille, qu'elle crève, qu'elle meurt. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai fait sortir sa femme, je dis, écoutez monsieur, imaginez que maintenant, Chas v'Shalom, votre femme, elle est atteinte d'une maladie cardiaque très grave et qu'elle va mourir dans la semaine. Chez Mishmor, c'est les nous, il y a un seul cœur qui est compatible sur toute la terre, c'est le vôtre. Vous êtes prêts à donner votre cœur ou non? Écoutez-moi bien, maintenant ils sont la veille du guet, hein. Il se met à pleurer, il me dit oui. J'ai fait la même chose avec la femme. Elle me dit pareil, hein. Maintenant je vous dis, les nerfs, les cris, la police, les faux témoignages, un divorce, la méadrine, pareil comme ça. Quelque chose glatte cachère, vraiment au niveau de pourriture. Ouais. Alors je les attrape les deux, je leur dis, je comprends pas, vous êtes prêts à mourir l'un pour l'autre, vous n'êtes pas prêts à vivre ensemble. Si quelqu'un va dire, mais ça n'a rien à voir, bon, là il s'agit d'une maladie mortelle, là c'est la vie et la mort. Mais t'as pas compris que pour vivre, il faut être prêt à mourir. C'est ça la vie c'est la mort. Parce que pour vivre, il faut tuer. Tu tues ton Yetzirara, tu tues tes nerfs, tu tues tes ambitions, tu tues ton amour propre, tu tues ta rancune. Il va falloir en tuer des gens pour être quelqu'un de bien. Regarde cette mitzvah qui est accessible à n'importe quel niveau de religion, que quand tu sens que tu dois dire une chose qui ne sert à rien, applique cette mitzvah, ferme-la. Mais tais-toi. Ouais, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit. Mais ça va te coûter trop cher. Quand les mots ils vont sortir de ta bouche, va les regretter, va dire ça m'a échappé, va dire c'est à cause de toi. Mais si tu ne les avais pas dit, vous savez, on ne regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Hein. Par contre, les mots qu'on a dit, on les regrette. Alors fais cette mise-là. Tu vois qu'il est énervé. Après, quand il va se calmer, il dit Albert, c'est pas une façon de parler. Ah, mais ma chérie, mon cœur, ma vie, je m'excuse, ça m'a échappé. Non, la prochaine fois, il n'y a pas de ça m'a échappé. La prochaine fois, c'est une balle dans la tête, direct. Non, j'exagère, c'est un couple d'agents secrets. Donc c'est quoi? C'est que la personne, elle va réfléchir. Ouais, mais elle sait quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Chochmat Haim, ouais. Lui aussi, il sent qu'elle est fatiguée. Il sent qu'elle vient d'accoucher. Il ne va pas commencer à lui faire une remise en cause. Il faut que tu changes ton caractère. Il faut que tu arrêtes de parler à ta mère. Elle vient d'accoucher. Il sait quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Et je vais vous dire mieux encore. Et ça, c'est plus vicieux. En vérité, tu as épousé quelqu'un d'extraordinaire. Tu sais que nos conjoints sont des gens extraordinaires. Vous savez ou non? Oui, non, oui. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Alors, donc... je rigole. Alors, on verra les cas personnels après. Alors, bon. Maintenant, comme les gens qu'on épouse sont des gens extraordinaires, alors je vous donne un secret. Je dis au Hatan Kala, maintenant, quand je vais à la Choupa, je dis ça. Mais je vous le dis à vous, même si vous avez quelques années de bouteille, n'essayez pas de changer l'autre. N'essayez pas. N'essayez pas de le rendre comme vous voulez. N'essayez pas de lui faire sa thérapie. N'essayez pas de le soigner. Changez-vous. Maintenant, c'est vrai que l'autre aussi doit faire la même chose. C'est que si on se met d'accord, et vraiment dans la confiance mutuelle, de dire, écoute chérie, moi je vais travailler sur moi. Je vais voir avec les rabbinim, je vais voir avec le moussard, je vais voir avec mon thérapeute, je vais me débrouiller, mais je vais travailler sur moi. Je vais réfléchir au chesed, je vais réfléchir à la communication, je vais réfléchir à la douceur, je vais réfléchir à la karatatov, je vais travailler mon orgueil, ma bêtise. S'il travaille, laisse-le tranquille. Si elle aussi elle travaille, ils n'ont pas besoin. Si elle ne cherche pas à éduquer l'autre. Ouais, ça je donne toujours cet exemple. C'est qu'à Pessah, si vous rentrez chez un juif et vous trouvez du hametz sur sa table, il a une belle baguette. Vous ne transgressez pas Pessah. Pourquoi? C'est pas votre hametz. Ça va ou non? C'est pas votre hametz, ça va ou non? Donc il faut arrêter de chercher le hametz des autres. Tu cherches ton hametz à toi. Maintenant, quand moi je cherche mon hametz à moi, et que toi tu cherches ton hametz à toi, c'est-à-dire que mes problèmes personnels, je vais les gérer, tes problèmes personnels, tu vas les gérer, et après, avec ce qui va nous rester comme énergie positive, on va s'occuper de notre couple. Et notre couple, c'est qui? C'est moi sans mes problèmes personnels, et toi sans tes problèmes personnels. C'est comme si une troisième personne. Pour ça, j'ai dit toujours aux gens,
Voilà, vous êtes mariés. Vous avez combien d'enfants? Ils me disent 3. Je dis non, 4. Regarde sa femme comme ça. Ouais. C'est qui le quatrième enfant? C'est ton couple. Maintenant, un enfant, il a besoin d'amour, de gentillesse, de douceur, de Torah, de Treha. Il a besoin. C'est un enfant, il faut l'éduquer. Et bien, ton couple aussi, il a besoin. Alors, à ton couple, tu dois donner l'amour, la gentillesse, la douceur. Donc, le couple, c'est comme un quatrième enfant. Ça va? Oui? Non? D'accord. Maintenant, est-ce qu'on se querelle devant les enfants? Alors, on ne peut pas se quereller devant le couple. Alors, les gens disent, mais attendez, mais c'est nous le couple. On ne va pas se quereller devant le couple. Ça devient de la schizophrénie, là. On ne va pas se quereller devant le couple, mais c'est nous le couple. Alors, je te dis encore une fois, si chacun s'occupe de son problème personnel, si chacun travaille ses midotes, si chacun fait son moussard, vous verrez qu'ils auront très très peu de problèmes de couple. Mais qu'est-ce qu'ils font les trois quarts des gens? Ils transfèrent les problèmes personnels. Je ne sais pas si vous me suivez. Celui-là, il n'a pas confiance en lui, il dit à sa femme qu'elle est nulle. Celle-là, il n'a pas coupé son cordon ombilical. À 38 ans, elle achète encore la même jupe que sa mère. Ouais. Donc en vérité, elle dit à son mari, tu parles trop à tes parents, tu les vois trop. Pourquoi tu parles à ta mère tous les jours? Mais il est bien avec sa mère, qu'est-ce que ça veut te faire, toi? Ouais, mais il appelle quand t'es pas là. Ouais, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin? Parce que toi, tu n'arrives pas à parler avec ta mère. Parce que toi, tu as renoncé à ta famille. Parce que tu crois que tu as existé en rejetant ton passé. Alors lui, il doit être mal avec ses parents. Mais toi, va faire une thérapie. Alors toi, tu dois être capable de voir. Ça, c'est un problème personnel, c'est pas un problème de couple. Et si chacun s'occupe de ses problèmes personnels, il n'y a plus de problème de couple. Parce que moi, 99% des problèmes de couple, ce sont des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. On me suit ou non? C'est que la fuite du gars au quatrième, elle a coulé, elle a détruit le plafond du troisième, elle a détruit le parquet du deuxième et le plafond du premier, et elle arrive au rez-de-chaussée. Et toi, tu t'énerves avec le type au-dessus. Mais va voir le gars tout en haut qui a une fuite dans sa salle de bain. Là, c'est exactement pareil. Ça dégénère, parce qu'on ne va pas à la source. Maintenant, quand la source, elle est chez moi, je m'en occupe. Je suis nerveux, je m'occupe de ma nervosité. Je suis radin, je m'occupe de ma radinerie. Je ne suis pas ordonné. Ouais, genre on dit, allez, dimanche matin, on fait une sortie. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'attaque le ménage. Après, je lance les lessives, il est 3h15. Je dis, allez, on fait le repas de midi, il est 6h30. Après, je dis, ouais, c'est de votre faute, les enfants, ils sont en train de s'y laver dans la voiture, mais ça fait 6h30 qu'on t'attend. Eh ben, je ne sais pas gérer le temps. Donc, tu n'as pas des problèmes de shalom bayit, toi. Tu as un problème de gestion du temps. Tu as un problème de gestion des priorités. Tu ne peux pas mettre 1h15 pour faire un repas. Ah ben, moi, je prends mon temps, et je prends mon temps. Mais regarde, les enfants, ils ont arraché le plafond de faim. L'autre, il a mangé un rideau, regarde. Et alors, il faut cuisiner. Moi, je suis la recette, et je fais comme il faut faire, et je parle au téléphone en même temps. Donc, tu n'as pas un problème d'éducation, tu n'as pas un problème de shalom bayit, tu as un problème de gestion du temps. Chacun, il doit diagnostiquer quelle est la nature de son problème. Maintenant, si moi, je m'occupe de mon problème, et toi, tu t'occupes de ton problème, on n'a plus de problème. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec l'énergie? Je te dis, on va prendre l'énergie positive, et on va la mettre dans le couple. Ce quatrième enfant, on va lui donner de l'amour, on va lui donner de la gentillesse, on va lui donner des kiffs, on va se faire des petits week-ends, on va partir, EasyJet, c'est vite fait, hein, 300 €, on part à Malaga, on loue une chambre à 40 €, un kiff, allez, prends un saucisson et le truc, et c'est terminé. Ah, mais c'est compliqué, comment on va faire? Alors vas-y, crève, étouffe-toi dans le HLM là-haut. Pourquoi j'ai mis la crise EasyJet? Pour que les Avréchim, ils partent en week-end. Il faut le faire, il faut prendre des petits kiffs, il faut faire des choses. Tu peux aller à Prague à 30 €. Je ne suis pas en train de faire la pub de EasyJet. Je vous dis que c'est des choses que tu aurais pu faire. Après, tu dis, oh, vous savez, c'est compliqué. Me faire regarder les petits, j'ai pas confiance. T'en fais pas non plus, ils n'ont pas confiance. Ton couple, il en a besoin. Vas-y. Allez, va-t'en. Même tes parents, allez, profite un petit peu. Allez faire le 5e. Ah non, ça se fait pas. Ma conscience juive m'interdit de... C'est fatigué, va en vacances. Ah, je peux pas, je suis une maman, j'ai ma conscience. Il vaut mieux qu'ils aient une maman absente 2 semaines qu'une maman dépressive 4 mois. Jeté au lit comme ça. Ah, il m'a abandonné. Ah. Non, va en vacances. Va en vacances avant qu'on te recommande un scotch cachère. Et enfin, dernier élément, puisqu'on a vu les 4, donc c'est le 5e, c'est que vous prenez un sujet. Là, c'est carrément de la méthodologie, hein, d'accord? Vous prenez un sujet n'importe lequel, d'accord? L'argent, les nerfs, la tête à la maison,
Combien de fois on passe Shabbat chez tes parents? N'importe quel sujet, c'est pas grave. Vous le prenez et vous mettez l'un en face de l'autre. D'accord? Vous faites sortir le Yitzhara, qui dit s'il te plaît, tu sors, je vais parler à ma femme, je vais parler à mon mari, vous mettez l'un en face de l'autre. Et toi, en tant que femme, tu vas dire ton point de vue, entièrement. Lui, après, il va dire son point de vue entièrement. D'accord? Donc on va parler l'un en face de l'autre, et sur le sujet, il faut mettre la prise, sur le sujet qui nous préoccupe, on va dire chacun son point de vue. Après que chacun a dit son point de vue, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le tronc commun, parce qu'on n'est pas exactement d'accord, sinon on ne serait pas en train de se prendre la tête. Donc toi, tu as dit ton point de vue, moi j'ai dit mon point de vue, et on va trouver le tronc commun. On n'est pas d'accord sur tout, mais ça on est d'accord. Ouais. Bon, toi tu me dis, bah t'es dentiste, c'est normal que tu arrives à 9h30, et moi je te dis, écoute, les enfants, ils peuvent pas te rater le matin parce que tu pars trop tôt à la prière, ils peuvent pas te rater le soir parce que tu rentres trop tard, donc ils ont plus de père. Donc il faut que tu te débrouilles. Bah, 2 fois par semaine, tu vas rentrer tôt. 1 fois par semaine, tu vas faire un remplacement. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tes enfants, ils ont besoin de te voir. Bon, donc on a trouvé un compromis. C'est-à-dire, on va trouver un tronc commun. Parce que les gens, ils te disent, pourquoi j'ai choisi cet exemple? Parce que les gens, ils te disent, écoutez, monsieur le rabbin, nous sommes d'accord sur rien. On se comprend sur rien. C'est pas possible. On n'est jamais d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle veut. C'est pas normal. Même un clochard vietnamien bourré, sur un banc, tu arrives à trouver des points communs avec lui. Et la mère de tes 5 enfants, tu n'arrives pas à parler. C'est bizarre, non? Donc, encore une fois, chacun a donné sa version complète du sujet. Ensuite, ensemble, on a trouvé le tronc commun. D'accord, on est d'accord sur ça, on est d'accord. Après ce tronc commun, on l'a synthétisé. On a dit, voilà, c'est ça le principe. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'être plus présent. Donc, ça veut dire que les enfants, à partir de maintenant, ne doivent plus assister à nos problèmes. Donc, ça veut dire que maintenant, il ne doit plus y avoir de stress dans ta façon de parler. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu as compris que quand je te dis que les gros mots me dérangent, tu as compris que ce n'est pas une blague, c'est réel. Donc ça, on a fixé on a fixé le principe, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé ensemble, on a trouvé le tronc commun ensemble, ensuite on a défini le principe ensemble. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va fixer des règles. À partir de maintenant, ça va être comme ça et comme ça. Chaque gros mot, 400 € d'amende, ouais. Je sais pas, des trucs, tu trouves un système pour fixer des règles. Après ces règles, on les met en application. Allez, pour la semaine prochaine, on va faire attention. Allez, les capsules pendant toute la semaine. Toute la semaine, on va travailler sur le chesed. Toute la semaine, on va faire. Et dernièrement, après, on va s'asseoir, Shabbat, et on va dire, viens, toi et moi, est-ce qu'on constate que ça nous a fait du bien? Donc je reprends l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ensemble, on a dit le point de vue chacun. Ensemble, on a trouvé le tronc commun. Ensemble, on a défini le principe. Ensemble, on a fixé les règles. Ensemble, on l'a appliqué. Ensemble, on a constaté que ça nous a fait du bien. Maintenant, je vous dis la vérité. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à dire leur point de vue. De toute façon, tu m'as saoulé, tu me prends la tête, je crois que j'ai que ça à faire, parler 3 heures. Après, il y a des gens qui disent le point de vue, mais ils n'arrivent pas à trouver le point commun. Bah, de toute façon, on n'est pas d'accord. Eh ben, c'est ton opinion. Eh ben, j'ai pas la même opinion. Eh ben, voilà. Eh ben, là. Tu te demandes comment les enfants ils sont nés, par Wi-Fi ou j'en sais rien. Ouais. Donc, il y en a qui ne trouvent pas le tronc commun. Il y en a qui trouvent le tronc commun, mais ils n'arrivent pas à synthétiser. Donc, c'est quoi l'idée? Ben, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de réfléchir, et puis ça me saoule. Et puis... Il y en a qui trouvent le principe, mais qui n'arrivent pas à fixer des règles. Il y en a qui arrivent à fixer des règles, mais qui n'arrivent pas à les mettre en application. Et il y en a qui arrivent à les mettre en application, mais ils ont de la gava, ils n'arrivent pas à reconnaître que ça leur a fait du bien. Ça s'appelle en français un protocole de thérapie. Vous ne trouvez dans aucun livre, c'est moi qui l'ai mis au point. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Et maintenant, c'est quoi le principal de tout ça? Écoutez bien, c'est qu'on l'a fait ensemble. Écoutez bien, ensemble on a parlé, ensemble on a tiré le tronc commun, ensemble. Donc la finalité c'est quoi? C'est pas qu'on a réglé maintenant un problème de discussion, un problème de la famille, un problème de l'argent. Ce qui compte, c'est qu'on a fait un exercice de solidarisation. Vous me suivez ou non? Parce que ce n'est pas les idées qui est importante, c'est le niveau de solidarité. Or, comment il se définit un couple? Vous croyez qu'un couple il se définit parce qu'on habite dans la même maison, parce qu'on a des enfants en commun, parce qu'on a un compte monsieur, madame, parce qu'on dort dans le même lit? Ça ne veut rien dire ça. Tout ça, encore une fois, c'est divisible. Donc la seule chose qui permet de mesurer l'intensité d'un couple, comme on veut mesurer l'âge de la matière, c'est quoi? C'est avec le carbone 14. Et comment on mesure un couple? Avec la solidarité. Si on est solidaire, solidaire, ça vient de solide, ça vient de sol. Si on est solidaire, ça veut dire qu'on est marié. Si on n'est pas solidaire, pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé cette solidarité. C'est-à-dire pourquoi il y a des accouchements, pourquoi la femme elle a besoin du mari, pourquoi le mari a besoin de la femme, pourquoi elle fait à manger, pourquoi il doit gagner de l'argent, pourquoi il y a du chesed, pourquoi il y a de la karatatov, pourquoi il y a de la communication, pourquoi tout ça, pourquoi? C'est pour créer la solidarité. Or c'est quoi la solidarité? C'est d'être ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah elle dit qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il avait créé Adam et Chava collés l'un à l'autre. D'où Partsoufim. Vous savez, ils étaient comme des siamois collés l'un à l'autre. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un effort
Une séparation, il les a séparés, il les a mis Zé Keneged Zé, l'un en face de l'autre. Alors il dit le Ramban, il dit mais je comprends pas, à quoi ça servait de les séparer, ouais, à quoi ça servait de les mettre ensemble pour ensuite les séparer? Il a dit parce que des gens qui étaient initialement ensemble, toute leur vie, ils vont chercher à être ensemble. Pourquoi on étudie la Torah dans le ventre de sa mère? Parce qu'on oublie tout. Parce que c'est pas la même chose de réapprendre une chose que tu as déjà appris. Ouais. C'est le goût de ta mère. Tu vas remanger, se manger. Ouais. Donc c'est exactement pareil. Le couple, il a une finalité d'être ensemble. Mais il est initialement séparé. Si on utilise les différences et qu'on crée des ponts pour faire cette fusion, alors on va comprendre que communication, ça vient de communiquer. Communiquer, ça vient de commun. Et commun, c'est comme un. Ahava, c'est Ehad. Oui. Et c'est Chesed et Akaratatov. C'est-à-dire que tout est basé sur le Ichud, sur l'unité. Maintenant, si on pose ces bases-là, c'est-à-dire qu'on met ces bases de profondeur et de sincérité, et de Torah, et de Shekhinah, et de prière, donc automatiquement, maintenant, on a mis, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la communion des bonnes volontés. Or, on a dit que la volonté vient de la Neshama. Et la Neshama, c'est Dieu. Donc, je vous donne un secret. Quand les deux Neshamot se rejoignent, quand les deux volontés se rejoignent, c'est ça la Shekhinah. C'est ça la présence divine. C'est pas qu'il y a l'homme et la femme et Dieu. Non, Dieu il est en l'homme. Dieu il est en la femme. Maintenant, quand l'homme il dépasse son amour propre et la femme elle dépasse son amour propre, pour créer un amour commun, la communion des deux volontés, c'est la communion des deux Neshamot, et c'est ça la Shekhinah. C'est que la Shekhinah, c'est le lien entre l'homme et la femme. Maintenant, si Chas Veshalom, il n'y a pas la Shekhinah, je vous ai dit tout à l'heure, hein, tu peux avoir la belle maison, la santé, l'argent. Quand il n'y a pas la Shekhinah, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le superficiel? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à chacun à construire notre couple, à travailler sur notre couple et à évoluer Bezat Hashem.